Donc voilà, ma toute première question, Mmh. c'est, qu'est-ce qui a, on va dire, motivé? Quel est le moteur de votre parcours? On se retrouve pas là où vous êtes, tout à fait, par hasard. Peut-être, m'expliquer un petit peu votre parcours et donc ça pourrait être le mot d'introduction. T Bah, c'est une très bonne question. Après moi chaque personne est différente. Dans mon cas, il se trouve que oui, c'est très personnel, la raison pour laquelle je me suis engagé sur, ce parcours et en fait, c'est très tôt, hein, que j'ai pris cette décision. Si je devais donner une date, ce serait plutôt dans les années du collège-lycée où en fait, je me suis senti une vocation, on va dire, pour, la recherche contre le cancer. Alors pourquoi? C'est peut-être difficile de trouver les raisons, mais par exemple ma mère, qui est chinoise et qui avait étudié la médecine en Chine, avait fait des études de sciences au Japon justement, en recherche contre le cancer. Après, quand elle est venue en France avec mon père, elle a malheureusement dû arrêter pas mal de ses travaux, voire tous ses travaux. Donc elle m'avait déjà parlé un peu de sa passion pour, son travail et sa recherche et clairement après autour de moi, j'ai vu, hein, tous les gens atteints de cancer. J'ai bien compris que cette maladie était un fléau et que la recherche, devait avancer et qu'elle était compliquée, hein, par rapport à d'autres maladies. Puisque j'ai commencé bien sûr à m'intéresser à la science et j'ai bien vu que c'était probablement le challenge, actuellement scientifique et médical à résoudre, que ce soit en termes de santé publique ou en termes, ne serait-ce que de biologie fondamentale, en génétique notamment. Et donc moi qui suis plutôt un matheux en fait, je me souviens collège, lycée, j'étais pas forcément très bon en biologie. J'ai beaucoup hésité à faire, une prépa quand j'étais au lycée et en fait, c'est, à la fin du lycée où j'ai eu un déclic. J'hésitais entre médecine et donc prépa. J'ai le professeur Chotard que vous connaissez peut-être, qui est en fait le pionnier des doubles cursus. Parce que comme vous le savez peut-être, c'est compliqué actuellement en France, par rapport à d'autres pays, de faire et de la médecine et de la recherche. Donc le profil de médecin-chercheur est finalement assez rare, et c'est pas du tout évident. C'est un peu un parcours du combattant pour y arriver. Enfin, je pourrais vous détailler mon parcours, mais c'est sûr que c'est pas évident, et en fait, ce professeur a été pionnier pour instaurer des doubles cursus, donc des cursus aménagés pour les étudiants en médecine, pour qu'ils puissent faire de la recherche fondamentale à côté. Et donc il est venu dans mon lycée, donc c'était au lycée Hoche à Versailles, pour nous présenter sa filière médecine-sciences à l'université Paris-Descartes en nous disant: «Voilà, si vous pouvez faire de la médecine, mais en même temps un double cursus de sciences fondamentales de bon niveau pour être médecin-chercheur». Et c'est vraiment ça qui m'a convaincu à donc aller en médecine, mais avec cet objectif donc de faire de la recherche et de rentrer dans ce double cursus. Donc le parcours en fait pour devenir médecin-chercheur, il est pas du tout évident et si vous interviewerez Sarah Watson, vous verrez aussi que c'est un parcours du combattant. On a un peu le même parcours. Donc on fait des études de médecine très prenantes et en plus de ça, on rajoute les études de sciences, mais de vraies études de sciences. C'est-à-dire qu'on fait le master, on fait la thèse de sciences, donc on est obligé de s'arrêter 1 an dans les études médicales pour finir le master. Donc ça, je l'avais fait en 2012 et j'avais dès ce moment-là, mon objectif, c'était de faire des maths et d'apporter des réponses à la recherche contre le cancer avec des nouveaux outils et c'était en 2011, vous voyez, il n'y avait pas encore tout ce hype autour de l'intelligence artificielle, de la génomique, mais j'ai fait très tôt ce choix et même à l'école normale supérieure, on m'a reproché gentiment de partir sur cette voie parce qu'à l'époque, on voyait pas forcément l'impact des mathématiques pour, la médecine. Donc j'avais quand même, persisté sur ce choix en me disant que c'était, quand même très important et effectivement, je pense avoir fait le bon choix parce que, donc ensuite j'ai continué mes études de médecine. J'ai choisi l'internat d'oncologie médicale, donc je fais plutôt de l'oncologie adulte, hein. Comme vous savez, l'oncologie pédiatrique, c'est plutôt les pédiatres, mais, c'est vrai qu'ensuite en passant à Curie, donc j'ai rencontré Olivier Delattre, que vous connaissez probablement très bien. Et j'ai décidé de faire ma thèse de sciences chez lui, donc j'ai arrêté mon cursus médical pendant 3 ans pour faire cette thèse de sciences sur le sarcome d'Ewing, mais aussi sur tous les autres sarcomes pédiatriques. Je ne sais pas si vous avez vu nos travaux, mais notamment le travail principal qu'on a sorti
Et si vous voulez d'ailleurs en termes de vulgarisation, j'en ai fait une petite vidéo avec la Ligue contre le cancer qui est sur tous les réseaux sociaux. Si vous tapez sarcome, donc j'explique le sarcome et nos travaux en 2 minutes aux enfants et aux adolescents. Et en fait, on a découvert des nouvelles cibles thérapeutiques dans les sarcomes des Ewing, mais aussi une vingtaine d'autres types de sarcomes qui sont actuellement étudiés comme cibles de vaccins et d'autres immunothérapies à Curie. Donc on a bon espoir, on les a brevetés, que ces traitements d'immunothérapie puissent être donnés à tous les patients, et notamment les enfants, les jeunes adolescents avec les sarcomes des Ewing et autres types de sarcomes. Alors malheureusement pas les ostéosarcomes, parce que les ostéosarcomes, c'est des tumeurs plus complexes génétiquement. Là, on s'intéressait surtout aux sarcomes avec des transcrits de fusion, si ça vous parle. Donc voilà, j'ai beaucoup travaillé à Curie et j'ai aussi mis en place l'algorithme d'intelligence artificielle qui actuellement, depuis quelques années, marche à Curie pour tous les patients pédiatriques et adolescents qui ont des sarcomes, pour essayer de faire les diagnostics. Donc ça, c'est aussi un gros travail que j'avais fait. Je Et l'interromps juste une seconde, hein, c'est juste, je referme la parenthèse. Marie est partie d'un sarcome des Ewing, hein. elle est partie, pardon. Oui, elle a eu un sarcome des Ewing qu'on n'a pas su Ah traiter. oui, c'est un sarcome des Ewing, d'accord. Désolé, j'avais mal entendu, j'ai donné. Oui, bah, le sarcome des Ewing, c'est vrai que c'est terrible, hein, malheureusement, c'est encore, ouais, c'est très compliqué. Donc, et là, donc je finis mon internat là, donc je suis encore jeune médecin. Enfin, je suis même pas, j'ai pas encore le diplôme final. J'ai ma thèse de sciences, et par contre, donc j'ai fait le choix de rester à Gustave Roussy, là où je finissais mon internat. Et donc à partir de novembre, je serai chef de clinique ici à Gustave Roussy avec, et c'est ça aussi le parcours du combattant, c'est qu'en fait, il a fallu, j'ai obtenu une bourse, et pareil, on a 4 par an pour en fait avoir du temps recherche protégé. C'est-à-dire que je vais être chef de clinique, mais j'aurai une moitié de mon temps qui sera consacré à la recherche. Et Sarah Watson avait eu ça aussi, mais bon, on est 4 par an pour vous dire à quel point c'est quand même compliqué d'avoir du temps recherche en tant que médecin en France. Donc c'est la bourse Bettencourt INSERM. Et donc ça va me permettre en fait, et j'en suis très content, donc d'une part de continuer sur la clinique à avoir des patients notamment sarcome. Alors moi je vois plutôt les adolescents et adultes, et aussi d'être donc dans le département du DITEP à Gustave Roussy qui, comme vous le savez peut-être, est le département de phase 1, donc tout ce qui est recherche clinique et nouveaux médicaments. C'est la plus grosse unité d'Europe. Et donc d'avoir du temps recherche consacré à tous mes travaux, que ce soit sur les sarcomes ou que ce soit aussi notamment sur l'intégration des méthodes d'intelligence artificielle, de data science, dans tous les projets qu'on peut avoir en cancérologie. Alors c'est vrai que mon focus n'est pas forcément que l'oncologie pédiatrique, comme vous l'avez vu. D'ailleurs, je vois plutôt des adultes, mais c'est vrai que mon sujet de recherche et tout ce que j'ai fait en thèse de sciences à Curie fait qu'en fait, les sarcomes, ça touche, comme vous le savez, et les enfants et les adolescents. Donc voilà, mes travaux s'inscrivent naturellement aussi au sein de l'oncologie pédiatrique. Voilà un peu mes motivations, et du coup, j'ai enchaîné sur le parcours, mais je pense que c'est une question aussi que vous alliez me poser. Et juste en termes de sarcome, Ouais. ça touche, évidemment, on l'a compris, aussi bien les adultes que les adolescents, que les enfants. Est-ce qu'il y a des statistiques? J'imagine que oui. Pour moi, c'était plutôt une maladie plus rare chez les adultes. Vous confirmez? Alors en fait, les sarcomes, c'est une centaine de maladies différentes, hein, voire Mm, plus, mm. en fonction de Oui, comment on les classe. Et en fait, en fonction du type de sarcome, il y en a certains qui sont exclusivement pédiatriques ou chez les jeunes d'accord, patients, et d'autres beaucoup plus fréquents chez les adultes. Et en fait, d'accord. statistiquement, j'aurais envie de vous dire que probablement que si on fait la moyenne, il y a plus de patients adultes, notamment des patients âgés, parce que finalement, comme beaucoup de sous-types sont assez similaires à des cancers plus fréquents, c'est-à-dire liés à l'âge. Je parle par exemple des liposarcomes ou des leiomyosarcomes, les types un peu plus fréquents chez les adultes et qu'on voit du coup plutôt à partir de l'âge de 60-65 ans. Donc moi, je suis biaisé parce qu'en clinique, je vois plutôt ces patients du coup, et je vois des patients âgés. Mais c'est vrai que
tous les pédiatres voient plutôt les sarcomes pédiatriques, et dans ce cas-là, c'est effectivement très fréquent et beaucoup plus fréquent chez les jeunes. Chaque type de sarcome a son épidémiologie un peu Bien particulière. sûr. Mmh. Il y Et a le deux types. sarcome oui, Ouais. allez-y. Si on fait la courbe d'incidence, souvent on dit qu'il y a 2 pics. Vous voyez, si vous mettez en abscisse l'âge, vous avez Mmh. un pic vraiment très tôt chez les enfants, jeunes adolescents avec un certain sous-type de sarcome, et un autre pic similaire au cancer plus fréquent vers 65 et plus. D'accord, OK. Et le sarcome d'Ewing, c'est un sarcome que vous qualifierez de de jeunes adultes ou on le retrouve partout? C'est enfants et jeunes adultes. On est C'est d'accord. très rare d'en voir, même si on en voit, hein. J'en ai vu après 40 ans, mais c'est Mmh, très rare après 40 d'accord. ans. OK. Bon, ça, c'était la première question. Merci d'y avoir répondu. La 2e question qu'on avait, c'est bah, elle est très concrète, c'est, aujourd'hui, Mmh. quels sont vos travaux? Quels sont les sujets sur lesquels Ouais, vous consacrez vos journées? très bien. Alors là, actuellement, je consacre pas mal mes journées à l'internat de médecine. Je suis encore interne, voilà, d'une part. Ensuite c'est ça aussi qui est compliqué, comme je vous disais, c'est de trouver le temps. Donc là, en pratique, je consacre mon temps à la recherche, qui est le temps, du soir et du week-end. Voilà, pour vous dire. Depuis 2 ans, c'est soir et week-end. Alors bien sûr, je continue des projets que j'avais, commencés à Curie. Donc comme je vous ai dit, il y a les histoires nous on appelle ça les néo-antigènes. Donc c'est des nouveaux antigènes pour des cibles d'immunothérapie chez les sarcomes d'Ewing et autres sarcomes pédiatriques. Ensuite, j'ai pas mal de travaux sur, l'intelligence artificielle. Je vous ai parlé de l'outil qu'on utilise pour les sarcomes pédiatriques à Curie, mais aussi j'ai développé un outil pour les cancers de primitifs inconnus. C'est tous les cancers pour lesquels on n'arrive pas à trouver l'organe d'origine. En fait, c'est 3 à 4 des cancers. C'est un outil qui a pas mal été médiatisé Oui, récemment là, avec bah, Sarah oui, Watson, c'est pour et ça qu'on vous connaît. Mmh. voilà, et donc qui est actuellement utilisé dans le plan France Médecine Génomique. Donc ça, c'est vraiment très bien. C'était la première fois que je voyais l'application concrète des maths, et de l'intelligence artificielle pour, guérir les patients, et surtout c'est utilisé en pratique courante. Donc voilà, je travaille encore sur ça et je fais ma thèse de médecine avec Sarah sur ça. Ensuite, sur les travaux plus concrets de recherche que je fais maintenant avec Gustave Roussy, on travaille beaucoup en phase 1, donc dans les recherches cliniques sur des nouveaux médicaments ou des nouvelles combinaisons, et notamment les techniques de single cell RNA-seq. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui. C'est vraiment actuellement en science, on arrive à séquencer donc les transcriptomes ou les génomes dans des cellules uniques, alors qu'avant, le génome, le transcriptome, c'était vraiment à l'échelle de plusieurs millions de cellules. Donc c'est un peu technique, mais c'est juste pour que vous ayez entendu ce terme de single cell. C'est vraiment les Mmh. techniques à la pointe actuellement en cellules uniques, et on utilise beaucoup ces techniques pour essayer de mieux comprendre les effets des médicaments sur les patients, pourquoi ils deviennent résistants. Alors là, pour le coup, à Gustave Roussy, c'est pas que des patients sarcomes que j'étudie, c'est des patients adultes qui peuvent être atteints d'autres cancers et euh, qui sont traités dans des essais, par exemple, d'immunothérapie. Donc voilà, il y a beaucoup d'études comme ça. Ensuite, on s'intéresse par exemple à des sous-types de sarcomes en particulier qu'on va essayer de décortiquer en technique de cellules uniques pour aussi mieux comprendre pourquoi ces cellules deviennent cancéreuses, comment elles interagissent avec les cellules immunitaires, parce que pour voir si l'immunothérapie peut fonctionner ou pas. Donc voilà, j'ai beaucoup de projets dits en cellules uniques. Et ensuite, là, le projet que je vais commencer et sur lequel j'ai basé toute mon application pour la bourse sur les 2 prochaines années, c'est un projet un peu ambitieux de ce qu'on appelle trouver la cellule d'origine des sarcomes. Donc les sarcomes, je vous ai dit, c'est une centaine de maladies environ. Et donc c'est très difficile à traiter parce que d'une part, chaque sous-type est rare en soi, donc il y a peu d'échantillons, et en fait le but ce serait de classer tous ces sarcomes au sein d'un arbre généalogique. J'emploie ce terme de Oui, je vulgarisation. comprends. Oui, oui, c'est de la Mais un grande peu comme vulgarisation. voilà, un peu comme les leucémies et les cancers hématologiques ont été classés au sein de l'arbre de l'hématopoïèse, donc du développement des cellules sanguines. Là, ce serait classer les sarcomes sur cet arbre
de généalogie des cellules des tissus mous, puisque les sarcomes, par définition, c'est les os et les tissus mous, donc sur les os, le muscle, la graisse, etc. Et en fait, ça nous permettrait d'une part de mieux comprendre et mieux classer, diagnostiquer les sarcomes, et d'autre part, surtout, d'avoir de meilleures pistes pour les traitements potentiels. Donc là, je le fais de façon très simplifiée, mais c'est juste pour vous donner l'idée de l'objectif qu'on se donne. C'est vraiment mieux comprendre ces maladies très complexes, rares, et pour lesquelles on a malheureusement trop peu de traitements, pour avoir d'une part sur le plan scientifique une très bonne compréhension, et d'autre part sur le plan thérapeutique avoir des nouvelles cibles qui vont être adaptées à cette meilleure compréhension et meilleure classification des sarcomes. Et l'avantage à Gustave Roussy, c'est que on a des techniques moléculaires très poussées pour faire ça, y compris en cellules uniques. Et dès qu'on aura des nouvelles cibles, on pourra les tester directement en phase 1, dès que le médicament sera développé, donc chez les patients, avec des protocoles bien sûr bien rodés, pour ensuite l'appliquer à tous les patients atteints de cette maladie. Donc c'est un peu le projet ambitieux et ce sur quoi je travaille actuellement. Et juste, ce projet donc de single cell, il a démarré quand? Alors, il y a plusieurs projets de single cell, mais par exemple, le single cell, c'est des techniques qui sont apparues vers 2016-2017. Curie a été un grand pionnier, beaucoup plus que Gustave Roussy, et moi j'ai eu la chance de commencer un peu au début du développement de ces techniques en 2018 en thèse de sciences. Donc on avait notamment, et là, bon, c'est pas encore publié, mais ça va bientôt l'être parce que c'est des travaux qui sont très longs, très complexes, mais on avait fait ça sur certains sous-types de sarcomes, y compris les sarcomes d'Ewing. Et donc, en fait, on arrive vraiment à mieux comprendre le développement des sarcomes, leur interaction avec les cellules immunitaires. Donc, j'ai beaucoup de projets qui ont commencé en 2018 et qui sont en train d'être écrits pour vous dire la longueur en termes de temps, la complexité, c'est des milliers d'heures de travail. Et donc, je vois que le temps passe, c'est passionnant. Euh, oui, une dernière question. Vous parliez de collaboration que les Américains, enfin bref, les étrangers nous enviaient parce qu'on avait donc sur les sarcomes une association, en tout cas une organisation France Sarcome. Voilà, c'est vraiment une très belle association. Ouais. Et donc, au niveau, on va dire, comment ça fonctionne? C'est une association? C'est quoi? C'est juste des chercheurs qui disent, il faut qu'on travaille ensemble. C'est un groupement? Comment ça fonctionne, ce Alors, travail collaboratif? le groupe Sarcome français, pour être très concret, vous pourrez le voir en cherchant facilement, c'est en fait, ça regroupe, alors c'est surtout les médecins, c'est les médecins qui, comme vous le savez, les sarcomes, on a des centres de référence. C'est des pathologies rares, très difficiles à traiter, et actuellement, on est obligé, malheureusement, c'est pas encore le cas, mais quand quelqu'un a un sarcome, on est obligé de l'adresser dans ces centres de référence. Et donc, tous ces centres de référence, ça fait qu'il n'y en a pas énormément sur le territoire, et donc tout le monde se connaît et tout le monde s'est regroupé en ce groupe avec des congrès annuels, et surtout, et c'est ça qui en fait la force, c'est une base de données. Parce que donc, on s'est tous mis d'accord pour se dire que c'est des pathologies rares et que ce qui va faire la force en recherche et en prise en charge clinique, c'est d'accumuler nos données sur ces pathologies rares. Et c'est surtout ça d'ailleurs que les Américains nous envient, c'est qu'on a une base de données de tous nos patients atteints de sarcome depuis plusieurs années, qui est très bien tenue avec toutes les caractéristiques cliniques sur lesquelles on peut faire des études très facilement. Et c'est vraiment ça, c'est un peu le trésor, on va dire, des données qu'on a en France. Et c'est donc, comme je vous l'ai dit, un groupe qui se connaît très bien, coordonné par Jean-Yves Blais, que vous connaissez peut-être, qui est à Lyon, le président du Centre Léon Bérard, et Axel Le Senne, qui est mon mentor ici en sarcome à Gustave Roussy, qui sont un peu les deux papes du sarcome en France. Et ils arrivent vraiment à fédérer très bien tous les cliniciens du sarcome. Et d'ailleurs, il y a aussi des chercheurs, des biologistes qui viennent au congrès. Et ça fait qu'on a un groupe collaboratif très puissant, que ce soit sur les données ou ensuite sur les essais. Enfin voilà, toutes les informations passent très bien.
et on arrive à recruter nos patients dans les mêmes essais, donc à avoir assez de patients pour les essais thérapeutiques, etc., etc. Merci Julien et bravo, franchement, bravo pour ce que vous faites. On voit bien qu'il y a de la passion, mais ça fait plaisir. Vous voyez, moi qui suis de l'autre côté, Ouais. voilà, voilà, je suis très très sensible à tout ce que vous pouvez faire. Merci à vous, merci Vincent, merci Delphine, et bah, bravo à vous aussi. Merci bien, à très bientôt. À Voilà, bientôt. au revoir.